Avez-vous déjà dit oui, alors que tout en vous voulait dire non? Pas une grande décision, parfois juste un détail, comme une invitation acceptée par politesse, une opinion gardée pour soi, une préférence qu'on a préféré taire, ou même un vêtement choisi, en pensant, sans même s'en rendre compte, à ce que les autres en penseraient. Et souvent, ça se produit si naturellement que nous remarquons à peine le moment où nous avons cessé de nous écouter vraiment. Lorsque nous nous en apercevons, nous avons même parfois tendance à nous juger, comme si nous avions manqué de caractère, comme si nous avions dû être plus forts. Et nous nous demandons pourquoi. Nous parlons souvent du regard des autres comme d'une faiblesse, comme si nous devrions être capables de vivre complètement indépendants, imperméables au jugement, indifférents aux critiques. Et pourtant, il existe peut-être une autre manière de comprendre ce phénomène. Depuis des millions d'années, l'être humain vit en groupe, bien avant les villes, bien avant les écrans, bien avant les réseaux sociaux. Autour d'un feu, dans une tribu, dans un village. Et pendant très longtemps, être accepté n'était pas simplement agréable. C'était tout bonnement nécessaire. Celui qui était rejeté du groupe perdait bien plus qu'une réputation. Il perdait la protection, il perdait le soutien, il perdait parfois même ses chances de survie. Alors quelque chose en nous, aujourd'hui, a appris à observer, à lire les visages, à percevoir les signes d'approbation, d'acceptation ou de désaccord. Ce n'est pas une question de faiblesse, c'est simplement humain. Et cette vieille intelligence nous accompagne encore aujourd'hui. Elle continue simplement à répondre à des dangers qui ne sont plus tout à fait les mêmes. Le monde autour d'elle a changé. Autrefois, quelques dizaines de regards comptaient. Aujourd'hui, nous pouvons être observés, commentés, comparés par des centaines, parfois même des milliers de personnes. Et notre esprit réagit souvent comme si chacun de ces regards avait encore le pouvoir de décider de notre place dans le groupe. Peut-être est-ce pour cela que certaines critiques nous touchent autant, que certains compliments nous réchauffent tant, que certaines désapprobations restent très longtemps dans notre mémoire. Comme si une partie de nous, très ancienne, continuait à surveiller le feu du village. Pensez à un arbre qui pousse à la lisière d'une forêt. Il ne pousse pas seul, il grandit parmi d'autres arbres. Il reçoit leur ombre, leur protection, leur présence. Et naturellement, sa forme s'ajuste. Certaines branches cherchent la lumière, d'autres se replient. L'arbre est influencé par ce qui l'entoure. Mais malgré ça, ses racines demeurent les siennes. Sa sève monte toujours en lui et dans aucun autre arbre. Alors, peut-être que le défi n'est pas de devenir indifférent aux autres. Et peut-être que personne n'y parvient d'ailleurs. Peut-être que le défi consiste simplement à ne pas oublier ses racines, même lorsque l'on cherche la lumière. Les Japonais ont même nommé cette tension Tatemei, le visage qu'on montre, ce qu'on adapte, ce qu'on façonne au regard des autres.
Honei, la voix qu'on ressent vraiment, ce que l'on pense au fond de nous. Ce ne sont pas deux ennemis, ce sont deux réalités qui coexistent. Et il y a l'ajustement, les racines. La sagesse n'est pas d'éliminer le tatemei, c'est de ne pas perdre le honei dans le processus. Car le regard des autres n'agit pas seulement lorsque nous sommes observés. Il agit également dans ce que nous anticipons, dans les conversations qui n'ont pas encore eu lieu, dans des jugements qui n'ont pas encore été prononcés. Et parfois, il agit même quand personne ne nous regarde. Nous nous habillons sans savoir trop pour qui. Nous répétons une phrase dans notre tête en imaginant la réaction de quelqu'un d'absent, comme si le regard avait fini par se passer de celui qui regarde. Les psychologues ont un nom pour ça, c'est l'audience imaginaire. Et ce qui est remarquable, c'est à quel point elle est universelle. Ce n'est pas une bizarrerie, ce n'est pas une faiblesse. C'est simplement la trace de tous les regards que nous avons traversés et qui ont fini par s'installer à l'intérieur de nous. Marc Aurèle gouvernait un empire. Chaque geste était observé, chaque décision commentée. Des millions de personnes attendaient quelque chose de lui en permanence. Et pourtant, il écrivait la nuit pour lui seul des pensées que personne d'autre ne devait lire. Pas pour se justifier, pas pour convaincre, simplement pour retrouver dans le silence sa propre voix. Les stoïciens faisaient une distinction très claire. Ce que les autres pensent de nous, la réputation, ne nous appartient pas. Par contre, ce que nous choisissons d'être, le caractère, nous appartient entièrement. Ce n'est pas une invitation à l'indifférence, mais bien une invitation à savoir ce qui est à nous et ce qui ne l'est pas. Alors peut-être qu'en ce moment, sans chercher à changer quoi que ce soit, essayez simplement d'imaginer ceci. Un espace où personne ne vous observe. Personne ne vous évalue. Personne n'attend quoi que ce soit. Rien à prouver. Rien à réussir. Rien à expliquer. Rien à justifier. Dans cet espace, que choisiriez-vous de faire ? Peut-être la même chose qu'aujourd'hui, peut-être pas. Quelle musique écouteriez-vous ? Quelle activité feriez-vous ? Il n'y a pas de réponse parfaite. Il s'agit simplement de remarquer qu'au-dessous des regards, des attentes, des habitudes, quelque chose demeure en vous. Quelque chose de calme. Quelque chose qui vous appartient.
Peut-être que la liberté n'est pas de ne plus être influencé. Nous vivons parmi les autres, nous apprendrons toujours d'eux, nous serons toujours touchés par eux. Peut-être que la liberté commence ailleurs, dans cette capacité à remarquer que nous sommes en train de vivre uniquement à travers leur regard et de revenir doucement vers notre propre regard, sans colère, sans rupture, sans avoir besoin de devenir quelqu'un d'autre, juste revenir, comme on revient à un sentier familier, comme on revient à soi. Car au fond, la question n'est peut-être pas de se dire comment faire pour que les autres cessent de me regarder. Ils continueront, comme nous continuerons nous-mêmes à regarder les autres. La question est peut-être plus douce, plus intime. Lorsque les regards sont moins nombreux, quand les autres s'éloignent, qu'est-ce qui parle encore en vous ? Votre propre voix est toujours là, mais parfois, elle est peut-être simplement couverte par toutes les autres.